Merci encore Flavien de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire Promise. On peut faire un Merci petit de tour de table l'invitation. du coup pour Ouais. avec plaisir. C'était avec plaisir. J'avais vu ta conférence du coup à Paris à la conférence Photocon Ouais. dédiée justement à Pauline. Et Avec là, tu Woody vas Rousseau. reprendre Ouais. avec Woody Rousseau. Voilà. Et on refait, on refait une conf à Devox France, d'ailleurs, en avril. Voilà. Venez Ceux qui nombreux. vont à Devox, du coup, vous pouvez aller voir Flavien et Woody. Et du coup, je te laisse te présenter. Ouais. Donc moi, c'est Flavien Aubois. Je suis ex-CTO. J'ai fait aussi, j'étais pour ceux qui connaissent, dans le groupe Théodo, d'abord dans Théodo et puis à Sicara, à un moment où ça grossissait beaucoup. Ça continue de grossir beaucoup d'ailleurs. Donc ça, c'était plus vers 2015-2016. Et après, avant et après, j'ai des expériences de CTO d'une startup que j'avais montée dans la musique. On essayait de faire le Shazam en SaaS, ce qui est un concept intéressant, mais qui n'a pas marché. Et à partir de là, à partir de cet échec d'entrepreneuriat, je me suis dit que j'avais vraiment envie d'apprendre à faire des bons produits au sens large et des bons produits digitaux qui cartonnent, qui se vendent et qui soient bien fichus. Donc c'était d'ailleurs pour ça que j'étais allé dans le groupe Théodo initialement, pour apprendre ça, parce qu'ils avaient toute cette patte produit qui continue à développer. Et après, j'ai eu différentes expériences de CTO. Alors pour Apricity, qui est une entreprise dans la health tech, alors dans la health tech, qui simplifie le parcours de FIV pour les gens qui essayent de concevoir. Et aussi pour Ocus, en intérim, c'est-à-dire pendant 6 mois, un peu plus de 6 mois. Ocus, qui est un concurrent de Miro, la plateforme de photographie. Miro, un peu plus connu, puisqu'ils font plus de B2C. Donc, c'est une plateforme de photo, et là, voilà, ils essaient de se lancer un peu plus sur l'intelligence artificielle, avoir des retouches automatiques et ce genre de choses-là. Donc, c'est très intéressant comme entreprise. Mais moi, j'ai surtout travaillé à ce moment-là sur la plateforme de photo, qui est leur cœur de métier, là où ils font 80% de leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il met en relation des photographes avec des lieux ou des business qui ont besoin de photos. Par exemple, Uber Eats qui veut prendre en photo un restaurant, enfin les plats d'un restaurant euh, dans, euh, dans un nouveau lieu qu'ils ouvrent. Et donc, en parallèle et depuis un peu plus d'1 an, là, je suis coach et mentor de tech lead, CTO, tech lead au sens large. Hein, ça peut être aussi des tech leads de petites équipes, pas du tout de différenciation à ce niveau-là, pour voilà, surtout des problématiques de qualité, de delivery. Donc je fais ça un petit peu aussi avec Alexandre Brun, qui est PO, je ne sais pas s'il est là, qui est PO pour The Tribe, et qui est une agence. Voilà, donc je fais ça soit rémunéré, soit gratuitement pour ceux qui sont intéressés. Et voilà, je donne des confs et j'écris un bouquin je co-écris un bouquin avec Sandrine Olivencia et Caroline Bénard qui va s'appeler Build to Sell, qui est centré justement sur comment on fait des bons produits et des startups qui réussissent. Voilà. Parfait. Écoute, merci pour cette intro. De mon côté, donc moi je suis Arthur Magne, je suis CTO et cofondateur d'une startup également qui s'appelle Promise. Donc j'imagine qu'il y en a pas mal qui nous connaissent, mais peut-être que certains ne nous connaissent pas. Nous, on construit des produits pour les développeurs, pour les équipes de développement et les testeurs d'ailleurs également, à partir du moment où c'est du code, qui permettent aux équipes de capitaliser sur l'expertise de tout le monde et de se partager des bonnes pratiques de développement qui sont une petite partie, on va dire, de ce qu'on peut appeler des standards dans le Lean. Et je montrerai un petit peu justement quels sont les liens un petit peu avec Dantotsu et avec justement l'approche de qualité radicale et pourquoi c'est un petit peu ce qu'on avait l'impression de faire, mais sans forcément mettre de mots dessus avant qu'on tombe un petit peu sur cette approche. Donc du coup, voilà, c'est intéressant de parler de ce sujet. Ça faisait un petit moment que je voulais qu'on aborde ça ensemble, hein, Fabien, parce que Ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un point pour moi qui est crucial. Hein, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire monter en compétences les équipes. Et il y a la montée en compétences techniques classique,
autour des pratiques de dev. Mais souvent, j'ai l'impression, hein, quand on regarde un petit peu comment ça se passe aujourd'hui chez nos clients ou dans pas mal d'entreprises IT, que tout ce qui est bug, justement, et gestion d'incidents, c'est un petit peu vu comme bon, il s'est passé quelque chose, on va le traiter, on va le corriger, et puis ensuite on passe à autre chose. Et en fait, c'est un Ouais, petit peu des tâches annexes, on va corriger des choses, mais on capitalise pas forcément sur tout ce qui se passe et sur tout ce qu'on apprend justement de ces bugs. complètement, ouais. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on s'est retrouvé, hein, sur le côté où on capitalise pas, et le fait que faire des produits de qualité, c'est avant tout avoir des gens de qualité. Et donc, c'est tout un challenge de management de réussir à pas seulement contrôler ses équipes, avoir des KPI dans tous les sens pour ensuite accélérer et délivrer plus vite, mais surtout on arrive à faire en sorte que chaque développeur, et il y en a beaucoup là dans le chat, donc je dis ça pour vous en particulier, soit pas un peu livré à soi-même. À devoir, parce qu'on est très autodidacte, il y a une culture d'être assez autodidacte dans le dev, d'aller chercher par soi-même la documentation, etc. Mais quand même, je pense que vous êtes un peu tous rendus compte que quand il y a un mentor ou quelqu'un qui vient coacher, enseigner, etc., ça change complètement la donne. Et tout l'enjeu, c'est de trouver l'intersection entre ce que le produit est censé faire bien et la montée en compétence de tout le monde sur des trucs qui les intéressent aussi. C'est ça la difficulté, et pourquoi c'est on va dire le premier challenge des managers, qui est, à mon sens, j'ai pas assez vu ça, moi en tout cas, dans mon expérience. C'est quelque chose de très présent par contre dans la culture du groupe Théodo, ça, mais en sortant, j'avais l'impression que ça avait complètement disparu. Donc moi, j'ai essayé de recréer ça. J'ai beaucoup d'amis qui sont aussi tech lead, qui essaient de recréer ça, mais c'est compliqué. C'est là où le lean est intéressant pour donner un regard Hmm. sur tout ça. Et donc là, la qualité radicale, le Dantotsu, c'est une manière de rentrer dans cette logique-là. Il y en a plusieurs, mais c'est une manière de rentrer dedans. Et donc là, ce que tu fais, toi, avec Promise, c'est top, parce que tu, euh, tu le prends aussi par un bout qui est compatible avec le Dantotsu, du coup, et qui est assez précis sur les pratiques de dev, et comment on arrive à les discuter, etc. Et donc, on en parlait. Je pense que tu peux aller plus loin sur sur le côté comment on transforme ça vraiment en système d'apprentissage pour tout le monde. Tout à fait. Ouais. Ben, je te laisse partager ton écran si tu veux, parce que je sais que Ouais, tu as des slides autour de ça. Pour ceux qui viennent d'arriver, effectivement, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions, hein, qui est dédié à ça. On pourra les prendre un petit peu en live, et s'il en reste, on les gardera pour la fin de l'échange. ouais, complètement. Salut Johan. Donnez-moi juste une seconde. Hop. Pendant ce temps, est-ce qu'il y a des personnes dans le chat qui avaient déjà entendu parler de Dantotsu avant aujourd'hui et avant qu'on parle justement de ce webinaire? Salut Johan. Alors, effectivement, ouais, on a parlé un petit peu Flavien, mais ah si, Mustapha, oui. Mais effectivement, il y a Conto. Conto en parle un petit peu de standard, et ils sont dans le lean. Mais Ouais, une effectivement, il y a stratégie beaucoup de gens ligne, qui ouais. connaissent pas. Ouais, ouais. Tout à fait, ouais. Eh ben, je te laisse y Un aller des du fers coup. de lance de la stratégie lean en France avec Théodo, je pense, Conto. Surtout qu'avec leur statut de licorne, forcément, ça envoie. Et Marc-Antoine, qui est le CPO, on le connaît bien avec Sandrine, qui est ma co-autrice. Donc, ça, c'était une petite slide de présentation. Et vu que j'ai fait une présentation rapide, je vais passer vite. Je pointe juste un truc du doigt, c'est on a différentes formations autour du produit. Alors, il n'y a pas beaucoup de PO dans la salle, mais en particulier sur la qualité radicale. Moi, j'ai une masterclass
qui dure une journée et est avec un peu tout le monde dans l'équipe tech, c'est-à-dire les développeurs, les tech leads, les CTO, et on pratique le truc sur des cas concrets pour que vous voyez en fait que c'est cool sur un exemple concret. C'est plus facile de le voir que de commencer sur son propre projet. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, là, il y a le contact ici, contact@bit2cell.org. Envoyez un petit mail. Et je crois que, Arthur, tu envoies ça à la fin. Tout à fait, on enverra tous les liens Ouais, à la fin du webinaire. tout à fait. Je vais juste rappeler un peu le contexte. Donc, les bugs, c'est la norme. On a tous entendu les bugs, c'est la vie. Ou alors fail fast, break things. Ça, c'est des approches qui fonctionnent, hein. On a vu des boîtes prendre des marchés, mais il y a toujours un moment où on commence à s'essouffler. Et en plus de ça, c'est pas très valorisant de développer un produit buggé. Et en tout cas, moi, j'ai jamais trouvé ça très valorisant pour moi-même. Donc, les statistiques, alors c'est très difficile d'obtenir des statistiques. Je sais pas si j'avais un commentaire sur le sujet sur le post LinkedIn, mais il y a des tentatives d'essayer de quantifier un peu le problème. Et donc, on estime aujourd'hui qu'il y a 70 bugs pour 1000 lignes de code produites. Ça ne dit pas quel langage, ça ne dit pas grand-chose, mais c'est histoire d'avoir cet ordre de grandeur en tête. Et un autre chiffre intéressant, c'est la cascade du bug fix, de 7 à 25% des bugs fixes qui introduisent un nouveau bug. Je pense que ça, on l'a tous vécu. Et pour les entreprises, alors, vous allez peut-être trouver que c'est trop corporate, vous me dites, mais il y a 2 enjeux à la qualité pour une entreprise de manière générale. Le premier, c'est sur la delivery. En fait, mieux on code, plus c'est fluide, parce qu'on ne se prend pas plein de petits arrêts dans tous les sens. Ah, bah, ma librairie ne marche pas, ou alors j'ai des problèmes de connexion, que sais-je. Il y a moins de bizarreries qui se passent dans le dev, donc c'est plus fluide, on rentre plus facilement en état de flow. Et ça mène à, quand il y a le répondant côté produit, une meilleure satisfaction des clients et donc plus de ventes. Ça, c'est donc le côté top line d'une entreprise, c'est vraiment ses revenus. Et de l'autre côté, avec une qualité plus importante, on a aussi une productivité plus importante parce qu'on passe moins de temps à réparer des bugs clients, à se faire déranger à droite à gauche par le collègue qui a un client qui l'a appelé parce que y a un truc qui est cassé dans l'application. Voilà. Vous devez connaître. Ça mène aussi, donc, du coup, du point de vue de l'entreprise, à des coûts plus faibles et donc à des marges plus importantes. Donc, c'est assez bénéfique, que ce soit sur la top line ou sur la bottom line pour les boîtes. Et ça, c'est aussi bon pour nos jobs à tous. Il y a une misconception, donc je parle trop anglais en ce moment. Aide-moi, Arthur. Mauvaise conception. Bon, désolé, je vais jargonner. Une confusion, tu vois, Une dans le chat. confusion. Une fausse croyance, Une effectivement. fausse croyance, merci, c'est ça, c'est une fausse croyance. Que la non-qualité coûte plus cher que la qualité. Mais en fait, de la même manière que ce que je viens de vous montrer avant, en fait, les quelques études qui existent, donc là, c'est dans The Economics of Software Quality, qui est un livre pas tout jeune. Il montre qu'en fonction du nombre de function points, donc de features, on va dire, plus il y a de features, plus l'impact de la non-qualité est important sur les coûts de développement. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que le Dantotsu, la qualité radicale Dantotsu, en fait, on vise un truc, c'est le zéro défaut. On ne vise pas le zéro défaut comme un absolu, il faut cravacher et tout arrêter nécessairement, mais plutôt comme un idéal vers lequel on va aller progressivement. Et il y a non seulement l'idéal, mais il y a aussi la manière. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est on veut faire monter tous les développeurs en puissance pour arriver à non seulement réparer les problèmes qui existent, et aussi créer des features qui marchent super bien du premier coup. Et on voit que certaines boîtes arrivent à faire ça très bien.
Alors là, ChatGPT, ils ont quelques problèmes, mais pendant un moment, ça a quand même très bien marché. Et il y avait surtout des problèmes de volumétrie. Ou alors, quand on voit qu'on envoie des robots sur Mars qui fonctionnent super bien pendant longtemps, et même quand il y a les cartes mères qui grillent, on arrive quand même à les redémarrer à distance. Et sinon, j'aime beaucoup l'exemple de WhatsApp où ils ont atteint quelque chose comme 650 millions d'utilisateurs avec seulement, ils étaient une trentaine dans l'équipe globale. Et quand Facebook les a rachetés, l'équipe de Messenger, ils les regardaient avec des gros yeux des grands yeux, parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment ils pouvaient faire autant étant si peu. Donc voilà, les exemples dans le monde de la tech, ils existent. Et en fait, le point commun, c'est qu'on vous dit, en fait, c'est parce qu'on recrute les meilleurs et on leur donne les moyens de réussir. Ça, c'est bien, mais on n'est pas tous nés les meilleurs, déjà. Et puis, on se développe en continu quand on essaie d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses. Donc, l'enjeu, c'est de développer les gens. C'est pour ça que le lean est intéressant. Je fais un point rapide sur ça, c'est la maison du lean. Alors, pour ceux qui ont déjà vu ce truc-là, ça décrit une partie de la stratégie. Qui est sur le chapeau, c'est améliorer les produits en se basant sur les problèmes qu'on découvre vraiment sur le terrain, qu'ont vraiment nos clients. Ça repose sur 2 piliers qui sont à la fois, d'un côté, repérer les problèmes aussi tôt que possible, et le deuxième, les résoudre aussi vite que possible en s'arrêtant le plus vite possible. Et donc, les deux socles, c'est que ça se fait par le fait que les équipes améliorent leurs standards de travail. Ça, c'est les standards dont parlait Arthur tout à l'heure et dont il va parler un petit peu plus tard. Et deuxièmement, ils peuvent résoudre leurs problèmes avec le soutien de leur manager. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Ça, c'est la stratégie Lean expliquée très rapidement. C'est assez simple à comprendre, mais dans l'exécution, c'est beaucoup plus difficile et ça demande de revoir constamment nos modèles de pensée. Sur Dantotsu en particulier, Dantotsu, c'est quelque chose qui vient de Toyota. Donc le Lean, globalement, est l'étude de ce qu'a fait Toyota depuis les années 60 et la tentative d'appliquer ça à d'autres industries. Et en fait, on se rend compte que ça marche. Ça a très très bien marché dans l'industrie automobile parce que dans les années 70, vous achetiez une voiture, une fois sur deux, et encore je crois que je suis gentil, elle démarrait pas. Elle démarrait pas, fallait la remmener chez le garagiste, etc. Et pour qu'in fine, la voiture soit réparée et qu'elle démarre. Ils avaient des problèmes de qualité énormes. Et on ne parle pas que de la sécurité des voitures, mais vraiment juste de je m'achète dans ma voiture, je peux démarrer. Aujourd'hui, on n'imaginerait même pas une voiture qui ne démarre pas. Et les usines de Peugeot, General Motors, etc., avaient énormément de problèmes de qualité en sortie d'usine. Et Toyota, en fait, ils avaient depuis longtemps, pour plein de raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, ils essayaient de faire plus avec moins. Et donc, ils ont vu assez rapidement que s'ils arrivaient à ne pas sortir des véhicules qui étaient défectueux, et ben, ils pouvaient vendre plus et ça leur coûtait moins cher à construire. Mais non seulement ils sortaient moins de véhicules mais défectueux, mais ils regardaient la qualité à tous les moments dans la chaîne de production. La chaîne de production d'une voiture, c'est extrêmement complexe et ils ne l'ont pas fait par de l'inspection. Ils n'ont pas envoyé des gens de la qualité regarder à chaque fois comment on le fait. Ils l'ont fait un petit peu, mais ils le font surtout par le développement des gens qui font les véhicules, que ce soit sur les lignes de prod ou pour les gens qui conçoivent ces mêmes lignes de prod, ce qui est plus proche de notre expérience à nous dans le développement. Donc, on essaye de faire des ingénieurs qui arrivent à développer des véhicules qui sont faciles à construire, à livrer et qui ont de meilleures chances de fonctionner du premier coup. Donc tout ça, c'est un système assez compliqué et qui est très passionnant. Sadao Nomura, qui est représenté là, dont on voit la petite photo, il travaillait pour Toyota, il travaillait pour une division de Toyota
qui fait des chariots élévateurs. Il a fait ça dans tous les pays du monde là, qui sont en vert. Et son enjeu à lui, c'était de répliquer donc, toute cette approche qualité, parce que c'est pas un truc magique, hein, c'est des efforts constants de gens qui essayent à chaque fois de s'améliorer, et des recrutements, bon, il y a plein de problèmes. Et donc lui, son enjeu, c'était de diviser par 2 la non-qualité en 3 ans sur 8 sites de production de chariots élévateurs qui étaient un peu partout dans le monde, avec certaines entreprises qui étaient déjà chez Toyota et d'autres qui avaient été rachetées par Toyota. Et donc, il a fait ça partout. Il a écrit un bouquin qui est que honnêtement, je ne vous recommande pas de lire. Ça, c'est assez rare, mais puisqu'il il traite beaucoup d'industries, etc. Il faut avoir un peu le bagage théorique derrière pour voir comment ça peut s'appliquer à la tech. Donc justement, le travail qu'on fait avec Woody, c'est d'essayer de traduire tout ça. Et il y a déjà pas mal il y a un socle assez intéressant déjà de choses dans la tech qui sont apportées par nous et par d'autres. Donc on parlait de Conto et Théodo, ou même Régis Médida, que vous avez peut-être déjà croisé. Donc il a fait ça pendant 10 ans, c'était semé d'embûches, il a eu plein de succès, il a appris plein de choses. Et en particulier, ce qu'il a vu, c'était qu'il y avait un truc critique à faire dans les équipes pour réussir à augmenter la qualité. Ce truc critique, c'est ce qu'il appelle la procédure en 8 étapes. Donc c'est quelque chose qui est fait au quotidien. Par l'équipe, par toutes les équipes. Donc là, on peut se placer dans le cadre d'une équipe de développement. Si je reçois un bug, admettons un client a un tableau qui est cassé. Voilà. Le tableau ne s'affiche plus, tout le reste de l'application fonctionne, mais le tableau est cassé et il ne s'affiche plus du tout. Donc on va parler on parle de choses. On démarre à partir de choses assez simples, hein, vous allez voir. Donc on regarde déjà qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe sous tous les angles, le même jour. L'angle de temps est important. Et ensuite, je fais ce qui s'appelle l'impact sorting and analysis. Je regarde si j'ai d'autres cas un peu comme ça. Alors, c'est souvent pas tout à fait clair. Ça peut être le tableau, mais peut-être que derrière, le problème, c'est que j'ai, j'en sais rien, un store Redux qui m'ouvre n'importe quoi. Donc, j'ai peut-être des problèmes un peu partout qui sont causés par le même et dont le tableau n'est qu'un symptôme. Donc, ça, la deuxième étape, c'est de bien regarder partout pour essayer de bien comprendre tous les symptômes et l'étendue du problème. Troisièmement, investiguer la cause. Donc, ça, c'est le fameux. Là, on utilise un truc qui s'appelle le 5 pourquoi. Qui est assez connu. Hein, j'essaie de demander pourquoi 5 fois pour descendre à une cause racine. Pourquoi mon Redux Store est cassé parce que j'ai mal typé. Je sais pas, j'ai mal typé quelque chose. Et pourquoi c'est mal typé parce que je m'y connais pas, je m'y connais pas en typage. J'avais pas vu que c'était un problème. Pourquoi. Et en faisant ça, on essaie de descendre à quelle est la fausse croyance du développeur qui a créé ça, qui a introduit ça. Parce que l'obsession, c'est de comprendre ce que les développeurs, les développeuses ont dans la tête au moment où ils font ça, pour pouvoir ensuite ajuster, faire des dojos, du training, etc. Mais déjà, quand on a trouvé la root cause, ou une cause intéressante, on peut implémenter une contre-mesure qui permet de réparer le problème assez vite. Mais on ne s'arrête pas là parce que l'apprentissage ne s'arrête pas là. Si on ne fait que ça, on risque de réparer, de mettre Du fixe ou juste ouais, un un bridge. pansement Un sur pansement. une blessure ouverte, mais en réalité, on a envie que la blessure se répare. Et donc, c'est pour ça que les 4 étapes suivantes sont en fait extrêmement importantes dans le système d'apprentissage. Donc la suivante, c'est d'avoir il met en place ce qui s'appelle un Asaishi meeting, qui est quotidien, qui est en fait un meeting où sont conviés au moins 1 ou 2 membres de chaque équipe, et aussi les managers et top management et la QA pour discuter de qualité.
au niveau de l'entreprise. Donc, ce n'est pas forcément que tech. D'ailleurs, on pourrait avoir un Asaishi qui est entre le support, qui présente différents cas qu'il a résolus, quelqu'un des opérations qui présente un problème de qualité qu'il ou elle a résolu, quelqu'un de la tech, et où chacun explique en fait quel était le raisonnement pour résoudre le problème précédent. La suite, c'est du coup d'améliorer les standards. Et les standards, c'est vraiment les supports de formation. Donc là, c'est une des choses que résout partiellement Promise, c'est de pouvoir dire dans le code, voilà la bonne pratique, et voilà comment on aura une communauté de pratique autour de ça. Et c'est aussi le standard est aussi un support de formation. Par exemple, je peux vous donner un exemple de standard qu'on avait fait chez Apricity. On s'est rendu compte qu'on faisait énormément, un truc clé, c'était de faire un CRUD. On l'a pas. Je pense que tout le monde se dit, oui, c'est un CRUD, c'est très, très classique dans les API REST. Donc, create, read, update, delete, qui sont les 4 opérations qu'on fait généralement sur la donnée en REST. Le fait de le faire dans notre framework avec nos contraintes, etc., était particulier à nous-mêmes. Donc, c'est pas quelque chose qui existe dans une doc quelque part sur Internet. C'est pas quelque chose qu'on va trouver. Sans standard, et ce qui se passe, c'est que les développeurs vont aller voir dans d'autres endroits du code comment c'est fichu, prendre des petits bouts et faire avec leurs meilleures connaissances, ce qui est généralement pas mal. Mais en fait, il y a forcément dans une équipe une meilleure manière connue de faire ça, qui fait en sorte que le endpoint est solide, il ne casse pas dans des cas bizarres. Hein. Il y a plein de cas à la marge qu'on pourrait avoir sur le CRUD, hein. La gestion des dates, la gestion de l'absence de données, des filtres, que sais-je. Et aussi, donc il y a une meilleure manière connue de faire les choses. Et donc le point, c'est de la mettre à plat, de l'écrire, sans forcément l'écrire de manière extrêmement procédurière, etc. Mais au moins à quoi ça ressemble, quel est le bon exemple dans le code qu'il faut copier. Il y a plein de manières de documenter ça et de faire en sorte que ce soit pas lourd. Ce qu'ils appellent le déploiement horizontal, c'est simplement le fait quand on crée un standard, le transmettre aux autres équipes, parce que peut-être que pour elles, c'est intéressant de l'adopter. Donc ensuite, le prochain jour, si on se rend compte qu'il y a un problème de formation, on forme les gens. Et au fur et à mesure, le tech lead vérifie que tout se passe bien. Donc ça peut être fait soit de manière asynchrone, c'est-à-dire avec des pull requests, par exemple. Je relis le code et je vérifie que le code il est bon. Chacun a un peu son standard dans la tête, hein. On a tous quelque chose qu'on vérifie pendant les pull requests. Donc plus le standard est commun à l'équipe, plus on a de chance aussi que ça passe, que la pull request passe sans avoir de problème, ou en tout cas que les discussions dedans soient intéressantes. Une autre manière de le faire, c'est que le tech lead passe un peu plus de temps en présence à distance, mais avec quelqu'un à pair programmer, ou faire du mob programming, ou toutes les pratiques agiles autour de ça. Donc voilà l'idée. Et en fait, le temps dans tout ça est super important. On essaie de faire ça en 24 heures, parce que l'obsession, c'est de regarder finement les bugs, de vraiment y passer du temps, et pas seulement essayer de le réparer très très vite parce qu'on a la pression. Alors évidemment, on veut le réparer très très vite, donc on essaie de le réparer le plus vite possible une fois qu'on a compris, mais surtout de rester dessus ensuite pour en tirer un maximum de choses pour soi-même et pour l'équipe. Et tout ça est aidé par le ou la tech lead de l'équipe. Et le fait d'aller très vite, ça permet se concentrer sur des petites actions qui sont, qu'on peut faire très vite. Et deux, du coup, en conséquence, de ne pas avoir des choses qui traînent, qui sont mises dans un backlog de on va retravailler ce truc-là. Évidemment, il va y en avoir au bout d'un moment, mais on essaye de favoriser des petites actions qui vont apporter un petit gain tout de suite.
et améliorer et s'améliorer un petit peu tous les jours. C'est-à-dire qu'on essaie, voilà, on essaye de s'améliorer 1% tous les jours. Et si vous faites un petit peu d'épargne, vous savez que 1% tous les jours, ça fait beaucoup au bout d'1 an ou 12 ans. C'est ça l'idée. Je vais passer à des exemples, mais déjà sur ce début-là, des exemples plus concrets. Sur le début, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des choses à dire? Les diapos seront bien présentes, oui, en PJ. Alors, il y a une question de Guillaume qui dit Resolve the problem ASAP by stopping at first defect. Ouais. Est-ce qu'on parle en build? De quoi on parle en fait quand on dit justement on stoppe au premier défaut? Comment ça en build? Tu Alors veux dire en j'imagine, CI? Tu veux dire sur la CI ou sur quand je suis en train de développer? En c'est build comme ou ça en que j'avais run? compris. Ah, Ah oui, non, d'accord. euh, C'est une bonne question. bah, en build. En build, parce qu'en run, en fait, bon, il y a pas toujours tous les produits sont pas forcément en run, hein. Mais quand tu mets en run, généralement, c'est que tu as plus d'équipe de développement active dessus et que tu as quelqu'un qui va de temps en temps réparer les bugs, si je comprends bien, c'est ça? Et vérifier que le truc tourne bien, mettre à jour des dépendances, faire un peu de maintenance, quoi. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Bah, du coup, ouais, c'est en build, hein. En run, oui, on s'arrête, enfin, c'est le but du run de s'arrêter, et de réparer le plus vite possible, vu que c'est du run. Mais en build aussi, et s'arrêter au premier défaut, c'est même carrément quand moi sur ma machine, je suis en train de développer, il y a un truc bizarre, je m'arrête et j'essaye de résoudre le problème ou de demander de l'aide. Ou alors, c'est le fait d'avoir une CI qui arrête assez tôt. Moi, j'aime bien me mettre aussi des hooks de pré-commit ou de pré-push pour que ça m'empêche de commit ou de push si jamais il y a le moins de problèmes. Donc voilà, c'est ce genre de logique. Avec plaisir. Ok, ouais. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas hein, dans l'onglet questions. Ça, je te laisse enchaîner après. Ça, Attends, on avait 2-3 trucs. Tester, c'est douter. Ça, c'était, je pense, pour ajouter par rapport les bugs, c'est la vie. Oui, merci pour la fausse Exactement. croyance. All right. Donc, on va prendre 2 exemples. Le premier, c'est chez Ocus. Chez Ocus, ils avaient donc moi, je suis arrivé, on va dire fin mai à peu près. Il y avait un backlog de bugs, d'environ 50 bugs, qui était priorisé par le produit, et ils essayaient de les mettre progressivement dans les sprints, mais sans forcément être très agressif sur la question. Et surtout, quand on regardait la manière dont j'avais pris quelques résolutions de bugs au hasard, les résolutions étaient vraiment de l'ordre du pansement. Et donc, il se trouve que les mêmes problèmes revenaient. Donc, c'est dommage parce que on a les mêmes problèmes qui reviennent, qu'on priorise, et ceux qu'on répare, bah, ils finissent par revenir. Donc, en fait, on passe juste, le PO passait son temps à prioriser, à dire quelle était l'urgence, etc. Et Ocus étant une boîte très opérationnelle, en tout cas sur son produit, sur sa plateforme photo, très opérationnelle dans le sens où pour faire ce que j'ai dit là, par exemple, Uber Eats commande une photo par API. Puis après, il faut envoyer quelqu'un qui prend ces photos, qui les renvoie. Ces photos-là sont checkées, sont éditées par des retoucheurs, puis renvoyées chez le client. Et en fait, la partie technologique tient surtout dans l'API et la gestion des statuts des photos, et le fait d'avoir un store pour les photos. Mais tout le reste, en fait, de trouver un photographe, l'envoyer sur place, régler tous les problèmes de rendez-vous, et l'édition sont faits par des gens. C'est aidé par la technologie, évidemment, parce qu'il y a des interfaces qui permettent de savoir où il faut se rendre, etc. Mais c'est quelque chose de très
coûteux opérationnellement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire quand même pour trouver les bons photographes, aller les sourcer quand il n'y en a pas assez. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Donc ce qui se passe, je peux vous prendre un problème concret, c'était les uploads de photos. Il y avait beaucoup d'uploads de photos de la part des photographes qui failaient. Et donc le point de contact des photographes était quelqu'un des opérations, enfin l'équipe des opérations, qui croulait sous les demandes d'upload de photos, finissait par les récupérer par mail, les uploader à la main. Donc tout ça, c'est du gâchis de temps, d'énergie, et puis ça les frustrait énormément. Donc au bout d'un moment, ils n'avaient même plus confiance dans l'équipe tech, ils arrêtaient de nous remonter des bugs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une certaine remontée du nombre de bugs entre mai et fin juin. C'est une des raisons. C'est que, en fait, on a commencé à dire qu'on allait vraiment s'y intéresser. Et là, c'était le déluge. Tout le monde a commencé à nous en remonter beaucoup plus. Donc ça veut dire qu'il y avait un certain nombre dont on n'était même pas conscient. La réduction, elle s'est faite par plusieurs choses. Déjà, les équipes ont vachement bien bossé sur le. Je vais prendre l'exemple des uploads de photos. On s'est rendu compte que c'était principalement sur Safari. Et il y avait un mix de. Les photographes envoyaient des photos RAW, ce qui était normal, sauf que les formats RAW dans le web ne sont pas très bien standardisés. Et il y avait des MIME types, des accepts dans le code HTML qui soit bloquaient carrément ils ne permettaient pas du tout aux photographes de les envoyer, soit on a même trouvé un bug dans Safari où en fait Safari essayait de transformer une image RAW en image JPEG, alors qu'il n'était pas censé le faire. Et ça, c'était un bug assez marrant. Et en fait, en résolvant ça, on a résolu tous les problèmes d'upload qui devaient, de mémoire, c'était au moins un ou deux par semaine de bugs comme ça. Donc ça libère énormément aussi l'esprit d'équipe. Et en plus, au bout d'un moment, ils ont fini par comprendre toutes les subtilités autour. Ils étaient devenus experts en MIME type, accept et tous les champs input. Et surtout, un des trucs qui les a fait un peu vriller, c'est que ils ont compris très tardivement que le problème en réalité était que les photographes, c'est pas qu'ils avaient un problème au moment où ils cliquaient sur envoyer la photo, c'est un truc qui tourne et ensuite ça met échoué, c'est qu'en fait, ils cliquaient sur sélectionner sur ordinateur et ensuite la fenêtre du Finder s'ouvre et ils ne pouvaient pas sélectionner la photo. Mais quand ils reportaient le bug, ils disaient qu'ils n'arrivaient pas à envoyer la photo. Et donc l'équipe s'arrachait les cheveux à se dire mais c'est pas possible, on a essayé tous les formats de fichiers, tous les machins, et on n'arrive pas à reproduire ce bug. Et en fait, en parlant avec une petite vidéo Loom d'un des photographes qui a été gentil, il nous a envoyé ce qu'il essayait de faire, on s'est rendu compte que ce fait c'était à la sélection de la photo. Donc quand tout à l'heure je disais que bien vérifier le bug, c'était important. Ça veut aussi dire aller vérifier au maximum avec le client quel est le problème, parce que on sait très bien que soit ils sont flous, ils décrivent pas vraiment le bon problème, soit ils décrivent un problème, mais c'est pas réellement ce qu'ils essayent de résoudre. C'est le fameux XY problem que je vous invite à regarder. Donc ça, c'était un des exemples. Un autre exemple sur lequel on s'est pas mal battu, c'était sur l'édition de photos est faite par un prestataire externe. Et en fait, on communique par API à ce prestataire externe qui est censé nous renvoyer les photos éditées via un webhook. Donc un fonctionnement qui est assez simple, sauf que eux-mêmes, le prestataire avait plein de contraintes parce qu'ils étaient connectés à une sorte de logiciel spécialisé pour envoyer les photos à leurs retoucheurs qui retouchaient sur Photoshop, et c'était branché avec un plugin, etc. Donc eux-mêmes avaient fait une sorte de surcouche API par-dessus ce truc-là, et leur surcouche API marchait pas très bien, donc on s'est rendu compte, nous, de bugs qu'ils avaient de leur côté, et on les a aidés à les réparer. Et aussi, on s'est rendu compte que le mécanisme où ils devaient nous dire quand il y avait un problème, on en revient au stop at first time, mais cette fois-ci dans le processus de gestion de la photo.
stop le plus tôt possible. Il se trouvait qu'il nous renvoyait des informations fausses qu'on traitait et qu'on envoyait au maximum vers le client, mais qu'en réalité, il y avait eu un bug à ce moment-là, et ils nous avaient alertés, sauf que nous, on écoutait... Non, ils étaient censés nous alerter, mais ils ne nous alertaient pas. Et on s'est rendu compte de ça. Donc on a réussi à remonter la chaîne pour qu'ils nous alertent quand il y avait un problème le plus tôt possible, et à ce moment-là, ça stoppait vraiment l'édition de la photo, et quelqu'un devait intervenir. On a réussi à réduire de 90% les cas où il fallait qu'un humain intervienne aussi. Et donc, l'équipe opérationnelle qui est chargée des photos est passée, je ne sais plus, je crois qu'ils avaient environ 50 tickets par semaine qui étaient bloqués à 1 ou 2 par semaine. Et il y a une question d'ailleurs de Rose Ouais. qui dit, et c'est intéressant parce que c'est une question, je crois, qui a été posée aussi àFtocon. Comment est-ce que tu gères justement la priorisation, parce que tu vas avoir peut-être une centaine de bugs dans le backlog. Derrière, est-ce que tu les priorises par des niveaux de criticité, puis tu traites en premier tous ceux qui sont de niveau majeur ou critique, ou est-ce qu'en fait tu les prends juste dans la liste d'apparition, des choses comme ça? Le truc, c'est que quand tu as plusieurs contextes. Tu as le contexte Docus, où tu avais déjà beaucoup de bugs initialement. Donc là, et qui étaient classés en important, moins important, et préclassés par le PO, ou même par la personne qui a ouvert. Alors il se trouve qu'au bout d'un moment, ils finissent tous par dire que c'est un bug important ou critique, donc c'est plus difficile. Donc là, la stratégie, c'était vraiment on les a tous regardés. On a pris les plus vieux déjà pour voir s'ils étaient toujours frais. Ça, c'est une partie de la descente. Certains, en fait, avaient été auto-résolus, donc on ne pouvait plus rien en tirer, donc on les a fermés. Ça permet de faire un peu de clean. Quand le bug a plus de, je dirais même plus de 3 mois, ça devient vraiment compliqué d'en tirer quelque chose ou de réparer quoi que ce soit. Parce que soit le client est parti, donc il n'y a plus vraiment le problème, soit il a trouvé une solution de contournement, et dans ce cas-là, on ne peut même pas savoir. Donc la vitesse reste clé là-dessus. Le deuxième cas, c'est j'ai plein de bugs récents et je ne sais pas trop auquel m'attaquer, mais j'ai un backlog qui n'est pas trop grand. Moi, mon opinion là-dessus, c'est d'essayer de redescendre à zéro le plus vite possible. Après, il y a des bugs qui sont parfois rares, enfin qui sont soit qui apparaissent aléatoires ou qui sont pas reproductibles, ou qui sont compliqués. Donc ceux-là, on essaye de les avoir. Mais je pense qu'il faut vraiment pas laisser les bugs mineurs ou médiums de côté. Parce que derrière un bug, les uploads de photos, c'était des bugs mineurs au médium, parce que ça arrivait pas tant que ça, et ça arrivait dans des cas tellement, enfin, entre guillemets, alambiqués, parce qu'il fallait être sur Safari, sur Mac, et envoyer des photos RAW, ce qui était une proportion des photographes assez faible. Mais il se trouve que il y avait un truc important à en tirer, il y a un enseignement important. Même derrière un bug mineur, il y a un enseignement important, parce que tu peux te retrouver en fait, en tirant la pelote, à te rendre compte que tu as un problème beaucoup plus profond qui se manifeste seulement par un bug mineur ou par une série de bugs mineurs, mais qui en fait te pose beaucoup de problèmes. Donc, comme la topologie des bugs, il y a tout un vestiaire des bugs, c'est difficile d'en laisser de côté, parce qu'en réalité, ils sont généralement tous assez intéressants quand on les regarde de suffisamment près. Parfait, ben merci, écoute. C'est un peu la même question qu'avec les défauts sonars, des fois qui sont mineurs, tu vois, que tu vas avoir sur les projets. De l'autre côté, c'est si jamais tu commences à te dire, bon, ils sont mineurs, donc on ne les traite pas, bah, dans ce cas-là, désactive-les. Parce Voilà, que exactement. ça sert à rien d'avoir du bruit, effectivement, d'avoir énormément de défauts qui sont là, qui vont impacter, bah, qui vont impacter plein de choses pour rien, en fait. Donc, c'est soit tu les traites, soit tu les traites pas. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal de se dire, même un bug mineur, en fait, peut avoir une root cause qui, en fait, nous fait émerger un vrai problème de formation sur React, par exemple, n'importe quoi. Donc, c'est intéressant, ouais, d'essayer de vraiment tout les traiter. Exactement, parce que l'obsession, c'est pas seulement de réduire les bugs, c'est vraiment de se développer en tant que bon codeur. C'est ça qui est intéressant, tu vois, je trouve aussi dans l'approche qui est vachement liée au lean, hein, et à l'amélioration continue, c'est de se dire,
faire du traitement de bugs, c'est pas une tâche ingrate, c'est pas une tâche annexe à notre développement. En fait, c'est justement, je trouve, comprendre mieux ce qu'on est en train de faire quand on développe. Et un bug, c'est quelque chose qui est arrivé alors que dans notre tête, ça devait pas se passer comme ça. Exactement, ouais. Donc c'est la manifestation d'un truc à apprendre. C'est ça, c'est la Ouais. manifestation qu'il y a un truc qui a été pas compris par soit une personne, soit l'ensemble de l'équipe. Et donc, ça permet justement de creuser un petit peu ça et de s'améliorer. C'est ça qui est intéressant. Ouais, exactement. Et même si moi-même, je suis pas, je savais faire, mais que la personne en face, enfin, quelqu'un d'autre dans l'équipe introduit ces trucs-là, en fait, ça m'affecte aussi parce que ça crée du bruit. Il faut que parfois que je m'implique, on me demande de l'aide là-dessus. Donc, je veux dire, et tout ça, ça crée plus de sérénité dans l'équipe, en fait, aussi, d'avoir moins de bruit autour de ça. Et ça crée de la clarté aussi sur qui doit être formé sur quoi et de vraiment avoir un plan pour ça. Donc c'est tout un système. Ouais, je pense que c'est tout sur le côté bug médium, mineur. Ah non, oui, je voulais dire quelque chose. Ce que tu as dit sur Sonar, ça me fait penser aussi à la tête qu'ont certains Sentry. Ou Sentry ou Datadog ou d'autres autres systèmes de monitoring ou d'alerting qui sont en fait remplis jusqu'à ras-bord de messages, d'erreurs qui n'ont pas été bien catchées, etc. Et le problème, c'est que il y a souvent un effet de on va essayer de se mettre des alertes, mais on va filtrer les alertes pour essayer de trouver les bonnes alertes qui sont celles qui nous intéressent, mais que les autres nous alertent pas, et on va en ignorer certaines. Moi, je pense que c'est le même principe, si on essaie de shift left au maximum tout ce truc-là, c'est-à-dire juste dans le code, il faut que ce soit propre. Et donc, ça se reflète dans mon Sentry parce que j'ai pas besoin de lever des alertes sur des trucs qui sont pas importants dans le code. Et plus je filtre en aval, plus j'y perds. Je me rappelle d'un moment, par exemple chez Ocus, un des sites était complètement down parce qu'il y avait deux versions de l'application Vue qui tournaient sur des PodCubes en parallèle. Et il se trouve qu'il n'y avait pas de sticky session. Donc, ce qui se passe, c'est que quand un client essaye de démarrer l'application, ça va prendre le fichier index.html sur une version de l'application, le JS sur une autre, un taux de JS sur une autre, et en fait, ça construit une espèce d'hybride des deux applications qui ne fonctionnent pas du tout. Et ce problème-là remontait dans Sentry, mais en réalité, on a mis, je ne sais plus, 5 heures à réagir entre le moment où ça s'était produit et le moment où quelqu'un a vraiment commencé à se mettre sur la question, parce qu'il a fallu que ça remonte par les clients, par les opérations, et que ça arrive dans les mains des développeurs. Parce que c'était certains clients qui avaient le problème et pas d'autres. Et donc les développeurs, eux, ne voyaient pas le problème quand ils loadaient le site de prod. Pas tout le temps, en tout cas pas de manière répétée. Et c'était bien affiché dans le Sentry. L'erreur, c'est une erreur critique, mais en fait, quand on la lisait, on ne voyait pas clairement que c'était une erreur critique. Donc, si vous avez plein d'erreurs à tous les, ça crée ce sentiment de c'est tellement fouillis qu'de toute façon, on ne voit plus vraiment les vraies erreurs. Et une erreur qui a pas l'air, qui a l'air mineure à première vue, parfois peut s'avérer être très problématique. Donc, plus il n'y a rien dans tout ça quand tout se passe bien, plus on y voit clair et plus on peut attraper les problèmes tôt. Voilà. Donc c'est un autre angle sur les bugs mineurs au médium, parce que je pense que l'accumulation de problèmes dans Sentry, on se dit c'est mineur, c'est médium, donc on s'y attaque pas trop. Mais ça fait partie de tâches techniques qu'il faut faire de temps en temps pour cleaner un peu tout ça. Alors, je vais faire le timekeeper. Je ne sais pas combien Oui, il tu te as reste de raison. slides à présenter. Mais effectivement, on va arriver bientôt vers la fin. Ouais, bon, ça, c'est une slide rapide. Celle-là, elle va passer vite. On faisait chez Ocus un meeting qualité hebdo avec toute l'équipe tech et les fondateurs euh, et, les, euh, et les produits. Il n'y avait pas de QA, il n'y avait pas de testeur. Donc voilà. Et on invitait aussi les tech leads les leads des opérations et d'autres équipes de la boîte. Je recommande. Alors,
Je pense que hebdo, c'est pas assez souvent et que mettre tout le monde, c'est trop de monde. Je l'avais testé ça comme ça, vous verrez que j'ai un peu changé d'approche. Ça, c'est ce qu'on appelle un QRQC. Donc, c'est une manière enfin, de décrire un problème dans le détail pour structurer sa pensée et deux, communiquer auprès des autres, justement, en quality meeting, le problème qu'on a réparé. Et donc là, par exemple, c'est Rémi Coquet d'Ocus qui a fait une super analyse d'un endpoint d'invoicing qui envoyait des timeouts. Et l'invoicing, c'est important parce que c'est par là que l'argent rentre. Et quand ils essayaient, enfin, c'est par là que l'argent rentre ou sort. Et là, en particulier, c'était quand il fallait payer les photographes, il y avait des timeouts, ou alors le endpoint prenait plus de 30 secondes, enfin, prenait un temps énorme à répondre. Donc, il décrit le problème, à quoi ressemble le bug, donc avec des trucs techniques, hein, une capture d'écran du navigateur, le message de Jennifer aussi. Donc, on essaie de faire attention à chaque fois qui ouvre. Donc, Jennifer qui était interne à Ocus. Et il fait une analyse aussi de l'historique des temps de réponse sur ce endpoint. Et je crois que Orange, c'est supérieur à 6 secondes de mémoire. Non, supérieur à 3 secondes. Et les bonnes performances sont en jaune. Et comme on ne voit pas trop de jaune sur l'image, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'instances de ce endpoint d'appel qui sont dans la bonne zone. Ensuite, ce qu'il fait, c'est il dit à quoi ressemble sa correction immédiate du truc. Parce qu'il essaye deux choses. Il essaye d'abord une contre-mesure rapide et ensuite d'essayer vraiment de tuer la root cause. Donc, il a essayé d'ajouter des index API, il a essayé de faire plein de choses. Vous pourrez regarder, je vous envoie les slides. Hein. Donc, il a essayé plein de choses et en fait, il s'est rendu compte que c'était la root cause. Une des root causes, c'était un N+1 problème sur ces requêtes SQL. Donc, il y a un problème très classique. Et donc ça créait ce problème-là. Et en fait, en résolvant le truc, là, il arrive à avoir donc ici à droite, là, c'est le temps est en axe X, et on voit qu'il y a une augmentation des appels des endpoints, c'est le nombre de endpoints, et ils sont tous jaunes à droite parce qu'il a réussi à améliorer la performance. Et en plus de ça, il y a eu une augmentation du volume d'appels parce que c'était le moment du mois où les invoices partaient. Donc c'était juste à temps. Et donc ça, c'est tout alors pour ceux qui sont familiers avec le PDCA, c'est toutes ces expériences, tous les trucs qu'il a essayé ou en tout cas des pistes de réflexion qu'il voit pour régler le problème à plus long terme, ou alors des expériences qu'il a tentées. Donc sur 3 axes. La première, c'est la cause du bug, comment l'empêcher en premier lieu, et comment le détecter et le réparer plus tôt. Voilà. Sur ce document-là, il est un peu lourd, si je dois faire mon autocritique. Le QRQC, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à faire. Ça prend pas mal de... Voilà, c'est dur de former dessus, c'est dur de former à la résolution de problèmes de manière générale. Mais le format est un peu lourd, donc sur le prochain exemple, vous allez voir que j'ai un peu allégé. On a augmenté la fréquence, mais j'ai allégé le format de discussion. En tout cas, c'était sur ce format-là qu'on discutait. Ça prend environ 10-15 minutes de discuter d'un QRQC comme ça. C'est Rémi qui l'a présenté. Il y a une question d'ailleurs Oui. de Guillaume qui dit est-ce que c'est Soddev qui faisait lui-même le PDCA ou tout le monde dans l'équipe du coup Non, tout le le monde dans faisait l'équipe également? faisait. Lui, Ok. il était... Ouais. Donc là, c'était un exemple parmi. C'est un plein exemple d'autres. parmi... on en a fait... En tout, on en a fait une cinquantaine en 6 mois. Ok. Et du coup, ça permet de voir voilà, les causes racines qui reviennent et de comprendre vraiment que chacun se mette dans cette démarche de en fait, on a le droit de s'arrêter pour vraiment réfléchir au problème.
Voilà. Donc le deuxième exemple, il est plus récent. C'est de cette année, c'est une équipe dont je coach le tech lead. Ils sont 7-8. Chez Ocus, c'était une vingtaine de personnes dans l'équipe tech. Donc là, ils sont une vingtaine de personnes et trois tech leads. Sur Autorabbit, donc Autorabbit, ils font un produit qui s'appelle CodeScan. CodeScan est en fait un équivalent de SonarCube, mais pour Salesforce, pour du code Salesforce. Pour ceux qui en ont déjà fait, il y a Salesforce a son propre langage qui est un dérivé du Java qui s'appelle Apex. Et Salesforce, une instance Salesforce est décrite par ses métadonnées, qui sont des gros fichiers XML. Et CodeScan est en fait un système d'analyse statique de code pour le code Apex et pour les métadonnées Salesforce. Alors, il se trouve que, donc ça c'est la deuxième, donc week 2, week 3, week 4, c'est les semaines 2, 3, 4 de 2023. Et donc on voit qu'ils avaient en rose, c'est le backlog, et en rouge foncé, c'est le nombre de nouveaux bugs qu'ils ont eu dans la semaine. Et on voit qu'ils avaient un backlog assez stable et aussi un nombre de nouveaux bugs assez stable. Donc ils avaient 8, 7, 6 de backlog et ils avaient en moyenne entre 3 et 5 nouveaux bugs par semaine. Et à force de faire des résolutions de problèmes, à partir de la semaine 8, donc la semaine 8 qui correspond sur le graphique du dessous, si je ne me trompe pas, à la semaine vers fin février, ici entre le 21 et le 26, ils ont... Ben non, ça marche pas mon truc. Non, entre le 14 et le 22. Ils ont réduit le backlog énormément. Ils avaient toujours autant de in, mais il se trouve que entre le 23 et sur un mois, ils ont eu seulement 3 nouveaux bugs qui sont arrivés. Et donc, ils ont quasiment divisé par 3 leur nombre de nouveaux bugs. Et le tech lead est aux anges parce qu'il me dit qu'ils peuvent enfin se focaliser un peu plus sur la delivery. Et en plus de ça, ils sont quasiment à 0. Là, ils sont à un bug dans le backlog. Donc, ils ont quasiment résolu tous leurs problèmes de qualité dont ils sont conscients. C'est des problèmes qu'on classe en type D. Alors, j'en ai pas trop parlé des A, B, C, D, mais je vais en parler rapidement là. Ça, c'est la structure de... pourquoi j'ai mis ARM là? C'est pas la bonne équipe. C'est pas grave, c'est la même chose. Donc là, c'est l'équipe CodeScan qui est ici. Et l'équipe CodeScan, on essaye, l'obsession, rappelez-vous, c'est l'apprentissage et le développement des gens de l'équipe CodeScan. Et ils livrent du code à la QA, à l'UAT et au client. Et on dit que c'est des bugs de type A quand c'est l'équipe qui les détecte elle-même, type B quand c'est la QA qui les détecte, type C quand c'est sur l'UAT, type D quand c'est le client. Donc ce qu'on voyait là, c'était les bugs clients. C'est les bugs remontés par les clients via des tickets de support. Donc on pourra aller plus loin sur les bugs clients avec un meilleur système d'alerting. Donc soit on accentue ici, soit on essaye de résoudre plus de type B, type C, type A. Donc ça, c'est pour les next steps, pour vous donner une idée. Donc ça, c'est le quality meeting avec tout le monde aussi flouté. Le CEO qui est à gauche, un PO ici, ça c'est deux VP of Engineering, un tech lead, un deuxième tech lead, et il y avait un développeur qui était invité et qui présente une des résolutions de problèmes. Et les résolutions de problèmes ressemblent à ça, c'est un format beaucoup plus simple, où en fait on s'intéresse à un seul axe sur la résolution du bug, soit comment est-ce qu'on va plus vite pour le résoudre, soit le résoudre vraiment sur la cause racine, avec quelle est l'expérience qu'on a faite, qu'est-ce qu'on a testé, qu'est-ce qui a marché, pas marché, et qu'est-ce qu'on en retire pour l'équipe en termes de training, apprentissage, etc. Voilà. Quelque chose que j'ai un peu plus poussé sur CodeScan, c'est le fait d'utiliser les multiples résolutions de problèmes pour faire émerger des points faibles dans le système. À gauche, c'est des points faibles. Vous avez beaucoup de points faibles autour de l'infrastructure, autour de la formation des gens qui font l'infrastructure. Et à droite, c'est sur les méthodes, des choses qui étaient mal définies. Par exemple, comment la QA teste le SAML, l'authentification SAML. Donc, en fait, en regardant périodiquement tous les mois les points faibles, on sort de la logique de on répare que des petits trucs et on peut réparer un truc un peu plus gros
qui lui va éliminer toute une classe de problèmes. Par exemple, je vous parlais des problèmes avec l'éditeur de photos tout à l'heure, qui avait des problèmes de nous remonter les informations. On a fait une sorte de task force spécifique qui s'est focalisé sur ce problème-là parce qu'on s'est rendu compte que toutes les routes causes étaient concentrées dans cette zone-là. Enfin, donc on a évité pas mal de nouveaux problèmes en se concentrant dessus. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à faire marcher des résolutions de problèmes qui sont là un peu tous les jours et qui sont qualitatives et qui dépassent le côté un peu surface du problème. Et donc, il faut remonter des causes racines et des endroits qui sont faibles dans le système. Et une deuxième chose qui est du coup comment est-ce qu'on manage la qualité et nos points faibles à une plus large échelle, et on a une stratégie autour de ça. Voilà, donc pour terminer des points clés, il faut le baillet d'une top management. C'est hyper important d'avoir les fondateurs, CEO dans la boucle parce qu'en fait, les gens les suivent. Et deuxièmement, ils comprennent beaucoup mieux la qualité, donc ils sont beaucoup moins en train de... une expérience, c'est je sais pas, les CTO et tout ça, vous avez sûrement eu le problème en COMEX mais c'est la merde, qu'est-ce que tu fais et tout. Au moins, et ils le voient tous les jours, ils voient tous les problèmes concrets et ça leur permet de vraiment comprendre parce qu'en plus, la tech, c'est toujours assez opaque. Donc, la deuxième chose, c'est de vraiment entraîner les gens sur le problem solving, se focaliser sur les learning tech et bien mesurer et se mettre des objectifs, mais de jamais oublier que l'objectif numéro 1, c'est de développer les personnes. Voilà. J'ai mis un template, ça vous pourrez le voir dans les slides que j'enverrai. Hop. Super. Ben, écoute, merci pour tout cet échange, puis le retour d'expérience effectivement que tu as pu avoir avec ces différentes entreprises. En fait, ce que je retiens, ce qui est intéressant, c'est vraiment de ne pas s'arrêter à la résolution de bugs directement, mais de travailler après sur le partage justement et la montée en compétence de tout le monde. Alors, c'est effectivement, je vais le partager en express, mais ce qui est intéressant, ce qui est marrant, c'est que justement, ça ressemble fortement à ce qu'on met en place quand on démarre avec une nouvelle équipe qui utilise du coup Promise, donc nos plugins ici pour les IDE par exemple, ou pour la revue de code, c'est pareil. Un cas concret d'utilisation, ça va être il y a un bug qui est remonté par un client. Donc ça, c'était un bug qui est arrivé chez nous sur une page HTML qui mettait du temps à charger. Donc là, on est vraiment dans le cas d'un bug qui est remonté donc, de type 4, parce que c'est un client qui nous le remonte. En passant sur le code, donc c'est moi qui m'en suis occupé, je cherche la cause de ce bug-là et je me rends compte que la cause, elle vient de cette ligne-là, en fait, où une personne ici s'est connectée à Redux. C'est le même exemple que toi avec Redux. Ça pose toujours problème, visiblement. Et en fait, la personne s'était connectée, mais ne s'était pas déconnectée lorsque le composant, lui, est détruit. Donc, ça faisait que quand le client partait puis revenait sur la même page, en fait, on se connectait plusieurs fois à Redux. Et du coup, ça déclenchait des erreurs et des problèmes de performance. Donc là, si je corrigeais à l'ancienne manière de faire, on va dire, je corrige mon code. Donc, je mets un subscribe et en fait, je dois un subscribe quand le composant est détruit. Je clôt le ticket Jira, par exemple, et ça y est, c'est fini, j'ai fait mon job et on passe à autre chose. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Dans une semaine, il y a un autre composant qui est fait de la même manière et du coup, il y a un nouveau client qui vient gueuler parce que il y a un problème visiblement sur un truc qui a la même root cause. Donc là, l'idée, en fait, c'est plutôt de se dire, au moment où j'identifie la root cause, je peux enregistrer cet exemple de code comme étant justement une mauvaise pratique. Donc là, en fait, c'est avec le plugin IDE qu'on a où justement on peut dire j'identifie une nouvelle pratique avec un exemple qui est négatif parce que visiblement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, en fait, au moment où je vais corriger le bug, je vais créer une pratique qui serait always unsubscribe from ngredux. Je vais rajouter une petite description. Bon, là, je ne vais pas forcément le faire. Je vais l'envoyer à mon équipe ou à une communauté de pratique, du coup. Je vais dire que c'est du Angular et que c'est lié aussi à de la performance. En fait, ça me permet, au moment où je corrige le bug, de le mettre de côté quelque part, du coup, ce que je viens d'identifier. Lorsque je vais faire la correction, je vais pouvoir également faire un clic droit et dire, là, c'est la correction du bug précédent. Donc là, ça me permet d'enregistrer ce que je viens de faire comme la correction du bug précédent. Donc ça, je peux le faire également en revue de code, si je vois des choses pas bien en revue ou des sujets que j'aimerais bien remonter parce qu'il y a des bugs potentiels. Je peux remonter tout ça.
Et tout ça, ça va arriver dans l'interface de Promise qui va me permettre de faire ce qu'on appelle une revue de pratique. Donc ça ressemble un peu à ce que tu disais où une fois par jour, en fait, tu vas pouvoir parler avec tout le monde justement de ce qui a été résolu la veille. Alors nous, c'est pas une fois par jour les ateliers craft, les ateliers de revue de pratique, c'est plutôt une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Ce qui est important, c'est que tout le monde soit convié, donc toute l'équipe tech ou toute une communauté de pratique autour du front-end, autour du back-end, autour des tests, par exemple. Et derrière, chaque personne va pouvoir parler justement de ce qu'elle a pu identifier, ce qu'elle a pu corriger. Donc là, par exemple, c'est moi qui vais prendre la parole dans l'équipe et je vais dire, je suis tombé sur ce bug-là qu'il y a eu, donc je vais expliquer un petit peu le bug. Je vais dire, visiblement, en fait, le problème, c'est qu'il manquait un unsubscribe, donc voilà ce que j'ai fait pour le corriger. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous saviez ou pas? Et là, éventuellement, il y a peut-être quelqu'un qui va me dire, en fait, la vraie correction, c'est, donc ce que tu as fait, ça marche, mais c'était d'appeler le connect dans le onInit qui est ici. Et donc, tu n'as pas besoin du unsubscribe, par exemple. Ça, c'est des cas aussi qui arrivent où en fait, on a corrigé un bug, mais quelqu'un d'autre dans l'équipe qui a plus d'expérience que nous, plus d'expertise, peut nous dire en fait, tu l'as corrigé, mais il y a encore mieux que ça parce que derrière, il y a une autre cause en fait qui vient d'utilisation de Redux, par exemple. Donc là, ça permet comme ça de valider en fait toutes ces résolutions dans ce qu'on appelle nous des pratiques, donc ce qui sont une petite partie des standards, on va dire, quand on fait du Lean. Et ce qui est intéressant par rapport à l'approche que tu montrais, c'est que on a un mécanisme d'onboarding justement et de formation où on va dire en fait à des nouveaux arrivants, par exemple, ici je vais appeler ça onboarding JavaScript. En fait, on va demander à des nouveaux arrivants de retrouver nos pratiques, nos bonnes pratiques. Donc, par exemple, ici, la Fail Fast ou celle-là, Always Unsubscribe from NGRedux. Et en fait, on demande à la personne d'aller retrouver la pratique dans le code là où elle a déjà été identifiée. Donc, concrètement, ici, il faudrait juste que la personne dise ah oui, tiens, c'est là, je vois qu'il y a un problème parce qu'en fait, il faut faire un unsubscribe avant, c'est bien ça, etc. Donc, ça permet comme ça, en fait, aux nouveaux arrivants dans l'équipe, quand on a du turnover, justement de découvrir un petit peu nos pratiques de dev. Et là, spécifiquement, c'est des pratiques qui sont liées à des bugs qu'on a identifiés. Donc, ce qui est marrant, c'est que justement, on retrouve dans Promise des pratiques qui sont plus des pratiques de dev de manière générique, comme du fail fast, comment est-ce qu'on gère les logs, les erreurs, les exceptions, etc. Mais à côté de ça aussi, tout ce qui peut avoir été remonté suite à un bug. Donc, le fait de créer une pratique ou même un sujet de discussion, parce qu'on peut le faire aussi, on peut juste dire je vais faire un sujet de discussion lorsqu'on est en train de corriger un bug, c'est super important et maintenant on essaye vraiment de pousser dans les équipes pour que ce soit un réflexe pour tout le monde dans l'équipe, pour que dès qu'il y a quelqu'un qui travaille sur un bug, on puisse le remonter pour que ce soit centralisé et que ça puisse être utilisé en onboarding derrière, etc. Ouais, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec pas mal d'équipes et ce qui est marrant, c'est qu'on s'est rencontré avec Savian plus tard. Et, Ouais. et à ce moment-là, effectivement, on a entendu parler de Dantotsu et de cette approche et on s'est rendu compte que évidemment, ça fait pas toutes les étapes de Dantotsu. Justement, on est sur une partie spécifique, mais sur la partie réalisation de standards et de learning justement autour de ce qu'on a découvert lors du bug, ça rentre effectivement dans ce côté, on essaye de faire progresser toute l'équipe. Et comme ce que tu disais aussi, les standards qu'on a là-dedans, c'est pas des règles à appliquer bêtement où on va poser notre cerveau puis on va juste faire ça tout le temps. C'est des bases de réflexion, des bases de travail sur lesquelles justement on peut itérer. C'est-à-dire que si quelqu'un dans 3 semaines trouve qu'il y a une meilleure manière de faire, il faut que cette personne justement la propose puis propose de faire évoluer justement ce standard. Donc c'est important en fait que ces bonnes pratiques, ça représente ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'équipe, donc un peu la meilleure manière de faire qu'on a aujourd'hui dans l'équipe. Mais ça ne veut pas dire que dans 2 semaines, il n'y a pas quelqu'un qui aura une meilleure manière à proposer. Donc on est toujours dans cette évolution en fait des manières de faire et c'est ça qui permet d'accélérer, c'est ça qui permet de suivre aussi le business et tout ce qui se passe pour justement produire des logiciels de qualité sans ralentir et sans créer de la dette technique. Tu pourras en faire des katas aussi. Enfin, je voyais ça, ça peut te permettre de se rafraîchir la mémoire sur ce genre de choses aussi. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des clients qui, une semaine sur deux, en fait, ils font un atelier de revue de pratique et l'autre semaine, ils prennent une des pratiques ou un des standards et ils disent, tiens, par exemple, on va prendre celui-là, test ça te passe, qui est de tester des chemins un peu à la limite. Et on va faire un kata tous ensemble, on va faire du mob programming sur jusqu'où on va quand on fait du test unitaire ou du test d'intégration chez nous. Qu'est-ce qu'on Ouais. doit tester? Est-ce qu'on doit tester des cas à la limite ou pas? Histoire d'avoir tous le même niveau de lecture sur c'est quoi un test unitaire chez Promise, par exemple, chez nous. Euh, Comment est-ce qu'on gère nos tests? Comment est-ce qu'on les instancie? Jusqu'où on va? Et qu'est-ce qu'on doit tester? Est-ce que c'est la couche infra? Est-ce que c'est la couche domaine? Etc. Donc tout ça, évidemment, normalement,
les gens sont plus ou moins au courant, mais parce qu'on s'est dit à l'oral, c'est très volatile. Et le problème, c'est que si jamais l'équipe change, évidemment, il va falloir tout refaire et tout réinventer. Ouais. C'est pour ça que c'est super important de centraliser justement pour pouvoir s'améliorer. Si on ne centralise pas ces standards, c'est très difficile de s'améliorer. C'est clair. Il y a des questions très intéressantes de Rose. Ouais, tout à fait, je te laisse répondre, effectivement. Alors, parce que je Alors, la voulais... première, c'est Tiens, je vais la mettre ici. Ah, ok, c'est bon, tu l'as mise. Donc, est-ce que tu as déjà rencontré des devs réfractaires à faire ce travail de nettoyage, de root cause analysis et de capitalisation, étant donné que c'est ponctuellement chronophage et que ça nécessite une certaine discipline? La réponse est oui. Oui, et alors, il y a beaucoup de dimensions à cette question. Donc, je vais essayer de collecter tout ça. Déjà, il y a la dimension de est-ce que c'est une équipe nouvelle, des gens qu'on vient de recruter, ou bien dans une boîte déjà existante. Sur les entreprises existantes, ça va varier énormément en fonction de leur culture de la qualité, des CTO précédents, etc., ou actuels. Et sur les nouvelles, ça dépend vraiment du CTO, de la CTO, parce que c'est elle qui va donner le ton, quoi. Et recruter, etc. Donc, il y a déjà un filtre à ce niveau-là, de voir des gens qui sont intéressés. Et un truc que j'ai observé, c'est que les développeurs plus juniors, en fait, sont hyper demandeurs. Juste parce que ça les intéresse, qu'ils ont envie d'apprendre. Donc, là, ça marche plutôt bien. Ensuite, sur des entreprises où la culture qualité est moins en place, mon expérience, c'est qu'on peut toujours se reposer sur quelques personnes. On va dire qu'il y a 20% de l'équipe, souvent minimum 20%, qui va être réceptive. Donc moi, ce que je fais, c'est que deux choses. La première, c'est que je passe beaucoup moins de temps avec les autres. Je n'essaie pas de les convaincre ou quoi que ce soit. Je préfère qu'ils soient convaincus par juste que ça leur apporte, la sérénité, etc. Et s'ils veulent jamais s'y mettre, ils s'y mettront jamais. En revanche, pour les tech leads, c'est moins négociable. Parce qu'on essaie vraiment de travailler avec les tech leads et que le tech lead doit être au centre déjà, généralement, est une des personnes les plus compétentes de l'équipe, donc à même de former les autres. Donc, c'est juste ça. Ce qui veut dire que, et quand les tech leads, je passe du temps avec eux, je fais avec, et généralement ça se passe bien. Donc, si on passe un bon moment juste à regarder des trucs intéressants, ça se passe bien quasiment avec tout le monde. Et on part pas dans des débats philosophiques de est-ce que ça prend trop de temps, machin, parce qu'au final, c'est juste une partie du job, quoi. Donc, plus largement des réfractaires à la mise en place de tests, et quels arguments font mouche pour les convaincre et s'approprier cette nouvelle culture? Ouais, bien joué pour le changement. Les réfractaires à la mise en place de tests. Alors, juste en préambule, je ne réduis pas l'approche qualité juste à des tests. C'est tout un ensemble qui va de l'analyse statique de code, du fait d'utiliser des langages typés ou de s'en servir, de savoir bien architecturer, de faire du domain-driven design quand il y a besoin, de savoir faire autre chose quand il n'y en a pas, de savoir faire du functional programming quand il y en a besoin. Bref, que le code soit clair, compréhensible, qu'on soit à l'aise dedans et qu'il n'y ait pas de piège. Mais les tests TDD, toutes les pratiques de tests, faire des tests d'intégration, on est complètement d'accord que ça en fait partie. Mais c'est pas, je préfère ne pas le réduire. Je dis ça en préambule parce que je prends de temps en temps des commentaires où on me dit suffit de faire du TDD et c'est bon. Donc non, c'est plus compliqué. Il y a des équipes, il y a des interactions. Toute entreprise est différente. Ça reste terrain incognita à chaque fois. C'est pas du tout le bon terme, mais c'est pas grave. Que faire par rapport à la pratique et aux gens réfractaires? Alors, c'est un problème compliqué parce que est-ce qu'ils sont réfractaires parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent pas faire, parce qu'ils voient pas l'intérêt? Les raisons sont différentes.
Donc l'avantage de se concentrer sur des bugs et sur des cas concrets clients, c'est que généralement, ça met tout le monde d'accord. Parce que à un moment, si on travaille pour une boîte qui fait de la photographie, on a envie que les photographes puissent uploader des photos ou faire leur job et soient payés. Et j'ai jamais rencontré de gens qui étaient opposés à la vision de la boîte et à ce que voulait faire la boîte, en tout cas dans des petites structures. Donc à partir du moment où on part de là et on essaie de dérouler le problème et on fait un petit changement, il viendra un moment où le manque de tests va finir par revenir et les gens finissent par se dire en fait, oui, c'est vrai que quand on n'a pas de tests, on se rend compte très tard des problèmes et on en a plus et c'est compliqué. Et c'est un peu comme ça que je l'ai vu émerger naturellement. Plutôt que de pousser la pratique, c'est plutôt voir le moment où les gens se disent ah c'est quand même intéressant et puis à ce moment-là soutenir, former et voilà. Mais il y a un truc très intéressant d'un des VP Engineering de Google que je vais vous envoyer, qui est d'ailleurs sur un Lean IT Summit, où il parle justement de la pratique de test chez Google et le fait que les développeurs de chez Google ne voulaient pas tester au début. Ouais, c'est intéressant parce que ce que tu proposes comme approche, tu vois, c'est quelque chose aussi qu'on voit beaucoup, même nous, quand on arrive avec Promise et qu'on dit aux gens, il faut remonter des pratiques, il faut pousser des pratiques de test, etc. En fait, effectivement, si on essaye d'imposer une nouvelle manière de faire, sans leur expliquer pourquoi, et sans leur montrer, leur prouver que ça a d'intérêt, c'est très compliqué. Ouais. Et ça se passe souvent mal, d'ailleurs. Donc effectivement, dans la conduite du changement, c'est intéressant de leur expliquer vraiment la problématique, de leur montrer que pour eux, c'est un problème de ne pas avoir de tests, humainement, parce que voilà, ils vont galérer et ça ne va pas les aider dans leur boulot. Et que si on leur demande de faire ça, c'est que on est convaincu que ça a un intérêt, mais encore faut-il que ce soit bien fait, que ce soit bien compris. Et donc c'est pas juste, il faut que tout le monde passe au TDD et puis on fait pas de formation TDD, on montre pas comment ça marche et puis les gens en fait font une sorte de test first bizarre qui sert à rien. Ça, on l'a vu aussi beaucoup, comme les indicateurs de couverture de test dans Sonar, par exemple, ou de Ça se qualité de game. code. Ouais. C'est ça. C'est en gros, on peut très facilement truander des indicateurs. Et c'est là où c'est important d'amener cette démarche en disant, en fait, c'est vraiment pour vous. Ça va vous aider. On part de petits exemples. On trouve comme tu disais, les 20% de early adopters dans les équipes, qui sont les personnes qui vont être moteurs, qu'on peut appeler des ambassadeurs ou des champions dans les équipes, qui vont être les personnes qui vont un petit peu driver le mouvement. Et alors on a fait un webinaire il n'y a pas longtemps avec Julien Topsu et Aurélien Rambaud là, sur le sujet justement du craft à l'échelle. Et on parlait justement de cette approche et des réfractaires. Et Julien avait un discours intéressant. Il disait en fait, il faut que les réfractaires, qui au début sont peut-être majoritaires, deviennent minoritaires. Donc en fait, il faut qu'on arrive à attirer plus de monde en fait dans la démarche. Et quand ces personnes qui sont réfractaires deviennent complètement minoritaires et que ça devient juste quelques personnes isolées, là, il y a plusieurs possibilités. C'est soit ils se retrouvent plus dans la boîte et ils s'en vont d'eux-mêmes, soit c'est nous qui sont. On se dit vraiment que c'est pas possible. Et donc, dans ce cas-là, c'est facile. Il faut leur dire désolé, en fait, ça le fait pas. C'est pas possible de travailler ensemble là-dessus. Ouais. Soit, et c'est ce qui arrive la majorité du temps quand même, les gens se disent bon, d'accord, si tout le monde fait ça et que ça marche, vous me montrez et je veux que ça soit très fluide, etc. Mais en général, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Mais ça, on y va petit à petit avec en premier les early adopteurs et puis les réfractaires un petit peu en dernier. Ouais, exactement. C'est un système. Ouais, il a complètement raison. Il a complètement raison. Et en enlevant les obstacles, ça permet à ceux qui étaient réfractaires de se mettre dans le bain assez facilement. C'est ça. Parce qu'ils voient l'exemple aussi, tu vois. C'est effectivement de se dire, si on a vu que l'approche d'Antotsu, que des tests, que tout ce qu'on a pu rajouter derrière, ça aide des équipes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui, même avec Accelerate et avec des études qui ont été faites, qu'on a même pu à se poser la question de est-ce que ça marche ou pas. En fait, Ouais. l'industrie prouve que ça a marché parce qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers d'entreprises qui ont fait ça et ça marche. Donc, on a juste à tirer profit en fait de cette analyse qui a déjà été faite. Et on Exactement. a pu à justifier justement ce que disait Dimitri Bailly il n'y a pas longtemps là. En fait, on ne devrait pas avoir à justifier justement qu'on va essayer de pousser vers les métriques accelerate, vers les capabilities qui sont poussées là-dessus, Ouais. learning culture, etc. C'est plus un sujet, quoi. Et si des managers sont pas d'accord, il faut leur envoyer les études. Et en fait, c'est acté. Et on ne devrait plus avoir de débat là-dessus maintenant. C'était peut-être le cas il y a 20-30 ans, mais maintenant, c'est plus le cas. Donc ça, c'est aussi une grande chance qu'on a maintenant.
Ouais, c'est clair. Et pour revenir vite fait aux développeurs, c'est un point clé, c'est que c'est vraiment qu'ils arrivent à sentir émotionnellement juste le fait que en fait, c'est mieux quand on fait ça. C'est mieux, ça enlève un poids, ça rajoute, tu peux être plus facilement dans le flow, quand tu es en train de coder, tu as moins d'interruptions, voilà. C'est ça. Il faut que personnellement et humainement, ils Faut trouvent le ça sentir. intéressant. S'ils sentent de la frustration quand ils travaillent au quotidien, en fait, c'est qu'il y a Mmh. quelque chose qui est mal fait ou quelque chose qui ne va pas, effectivement. Ouais et puis on peut pas imposer des pratiques aux gens, en fait. Ça, c'est un truc qui marche pas. Quand on essaie de faire des trucs, aux gens dont ils ont pas envie, soit ils le truandent, comme tu disais, soit ils se braquent encore plus et là, bon courage pour, on a un test grandeur nature, en ce moment même, en France sur ça. Tout à Donc, fait. je veux pas politiser le truc, mais c'est intéressant. C'est vraiment, ça marche pas, quoi. Oui, effectivement, Johan, tu dis, effectivement, faut convaincre les décideurs de s'intéresser à Accelerate et à ces métriques. Et effectivement, il faut leur dire, ben, soit vous nous faites confiance, et dans ce cas-là, on fait ce qu'on pense être bien pour l'entreprise, et on travaille vraiment ensemble. Soit vous nous faites pas confiance, du coup, ben là, c'est à vous de vous intéresser à faire la démarche de regarder. Soit aucun des deux, ils s'en foutent, et là, ben, c'est plus compliqué, effectivement. Aujourd'hui, il y a Ouais, beaucoup j'aimerais bien d'entreprises qui savoir doivent le le faire. cas, exactement parce que, les décideurs, je me demande qui sont les décideurs. Si c'est des décideurs tech, c'est vrai qu'il y a un souci. Ouais. S'ils sont pas tech, effectivement, il faut soit qu'ils nous fassent confiance, soit qu'on passe Ouais. différemment. Si c'est un Je si si c'est, si c'est un ou une CEO, Tout à fait. ouais. Ah ouais, malheureusement. Bah, Bah, d'ailleurs, Johan, tu vois, c'est une super transition parce que je voulais montrer avant la fin les prochains webinars qu'on va avoir. Et donc, Johan, qui est en train d'écrire dans le chat, sera notre prochain invité donc sur le talk Refactoring by Example avec Guillaume Fass. La semaine d'après, on aura Nicolas Carlo qui nous fera un talk sur 7 techniques pour réussir à retravailler une base de legacy. Et la semaine d'après, un talk sur sécurité et vulnérabilité, donc avec Aloïs, qui est CTO de Vadata. Donc les 2 prochains talks seront en anglais, le 3e sera en français. Donc merci encore Flavian. On arrive au bout du talk. Merci pour ces merci tout le retours monde. d'expérience et tout ça. Merci à vous tous qui êtes présents dans le chat. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain webinar. Et si vous voulez contacter Flavian, où est-ce qu'on peut te trouver? On peut me trouver, sur, LinkedIn, et Et par mail ah également, pardon, peut-être ouais, par on mail, verra le lien. LinkedIn, Twitter, je suis moins présent sur Twitter. LinkedIn, c'est très Super. bien. Voilà. Et donc si ça vous int si la, si la masterclass vous intéresse, c'est contact@buildtousell.org. On vous envoie tout ça par mail. Et du coup, Arthur, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Rose en particulier pour tes questions qui étaient très intéressantes et tous les autres qui ont posé des questions. Merci à tous. Merci Flavian. Bonne Merci. journée. Au revoir.